Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui je vais vous présenter mon bilan lecture de juin 2025. On commence avec un titre dont je n'ai eu de cesse de vous parler ces derniers mois. C'est bien sûr My Hero Academia. Nous avons ici la fin du tome 37 au tome 42. Enfin terminé. Alors, un truc qui m'a bien saoulé, c'est le nombre croissant d'éditions collector. C'est insupportable qu'il y ait autant de collectors. Kiun, c'est vraiment les champions pour faire ça. Le 42, ok. Super collector. Il y a des éléments qui peuvent être cool. Vous avez un t-shirt, une cravate. Bon, ça c'est inutile. Un jeu de dames, petite lampe, un set de papeterie. Bon, le 42, je suis d'accord. C'est le dernier, voilà. Mais tous les autres, vraiment, c'était inutile. Celui-là, vraiment, on aurait pu s'en passer. Et puis, c'est toujours des coffrets. Et puis, si vous les loupez à leur sortie, après, ça coûte une blinde. Donc, pour la forme, plutôt déçu, mais plutôt déçu d'une manière générale de ce que fait Kiun, en fait. La forme, c'est toujours comme ça. Le fond. Alors, nous entrons, bien sûr, même je pense que nous sommes déjà dans l'arc final, la bataille finale, qui durera donc jusqu'au tome 41, voire le premier chapitre du tome 42. C'est un peu étrange ça, mais bon, c'est fait comme ça. Au Japon, ils auraient pu faire, je pense, l'effort de l'intégrer au 41, mais bon. Donc, vous avez les différents protagonistes qui se mettent sur la gueule. Notre Deku qui se bat contre le grand méchant, dont j'ai même plus le nom, mais c'est... comment c'est déjà? Je sais même plus comment il s'appelle. Tomura Shigaraki, voilà. Bon, la bataille finale, les gentils gagnent, et après on a plusieurs chapitres de prologue dans lesquels on explique un peu ce que deviennent les héros, tout ça, le fait que notre Deku lui devienne prof parce qu'il a plus de pouvoir, qui est le nouveau numéro 1, enfin bon, voilà. C'est une fin, bien sûr, pseudo-ouverte, je dirais, qui se passe dans le futur avec possibilité de faire une suite, mais dans tous les shonen de ce genre, c'est toujours comme ça. Je dirais qu'au global, c'était pas dégueulasse à lire. Je pense que j'aurais peut-être pris un peu plus de plaisir à moins les rusher, mais bon, c'est comme ça, hein, je les ai pris sur le tard. Je les ai lus sur le tard, en tout cas. Voilà. Est-ce que maintenant j'ai envie de lire le spin-off tout de suite? Non. Actuellement, je me recentre sur des trucs, des séries plus tranches de vie, ou alors des mangas plus courts, mais j'ai pas envie d'être dans du My Hero Academia encore. Enfin, pas avant quelques mois, donc je vais attendre avant de lire Vigilante. Voilà. Mais c'était un bon shonen. Voilà. Comparativement à Jujutsu Kaisen, c'est largement devant, il n'y a rien à dire. Ensuite, j'ai lu Jumbo Max, tome 9 de Tsutomu Takahashi, mon petit chouchou. Koei Horikoshi pour My Hero, j'ai oublié de le dire. Alors, le tome 9 fait avancer l'intrigue. Alors, si je reprends, où est-ce qu'on en est? On s'arrêtait à... Ah oui, ils avaient capturé le jeune, là. Le jeune qui avait brûlé la maîtresse du nouveau membre de la team, brûlé avec de l'eau chaude sur le visage. C'était assez horrible, ça. Donc là, ils l'ont emprisonné, ils ont failli le tuer, mais comme la team de notre ami Tateo est plutôt sympa, ils l'ont pas tué, ils l'ont même soigné. Et Tateo fomente avec sa petite team un plan pour faire arrêter son ex-coéquipière, à savoir Kanoko, elle, voilà, qui semble être de plus en plus la grande vilaine du manga. Et à la fin du tome, en fait, elle se présente pas au rendez-vous. Le rendez-vous, il est en visio. On ne sait pas s'il n'y a pas un coup de théâtre final. Il y a une explosion. L'inspecteur en charge de l'affaire, enfin qui s'est donné pour mission de démanteler le petit trafic, se fait bien blesser et, tel Walter White dans Breaking Bad, Tateo arrive avec son bob caractéristique et
il remet la clé, l'enregistrement de la conversation qu'il a eu avec Kanoko. Donc voilà, il va vraiment essayer de la faire tomber, tout en essayant lui de ne pas tomber. Voilà. Voilà, une personne chère à mon cœur est tombée entre les griffes de Kanoko. Je dois la secourir. Ah oui, la grosse masseuse pour laquelle il a eu un coup de cœur. Voilà, voilà. Donc moi, Jumbo Max, j'aime toujours. C'est clairement pas le hit absolu de Tsutomu. Est-ce que Tsutomu a des hits absolus? Je ne sais pas. Moi, j'aime tout ce qu'il fait. Après, ça reste des œuvres qui se lisent bien et avec un scénario compréhensible, une bonne action. C'est tout ce que je demande à un manga. Donc j'aime. Et puis je trouve que la fabrication Pika est plutôt pas mal sur les Jumbo Max. Ensuite, le tome 8 de Rooster Fighter. Alors Rooster Fighter, bon déjà, alors là Mangetsu pour le coup, je vous critique régulièrement, mais sur Rooster Fighter, vous faites du beau travail parce que la première édition, enfin moi j'ai jamais vu d'autres tomes que la première, puisque j'achète toujours dès que ça sort, mais est-ce qu'on va bien le voir à la caméra? C'est brillant en fait, vous voyez? C'est brillant. Voilà, donc ça j'aime beaucoup. Coq de baston, manga de Shu Sakuratani, Rooster Fighter, coq de baston. C'est un manga parodique qui se voulait à la base parodique des shonen. Maintenant, j'ai l'impression qu'il prend de plus en plus son essor en tant que manga qui veut raconter sa propre histoire. Là, vous avez les trois coqs et la poule. Ouais, c'est ça, ils sont 3 coqs et une poule. Ou plutôt non, ils sont 2 coqs et il y a le père, mais le père il est évanoui. Voilà. Les 3 coqs, le Kijin gentil, et puis le petit poussin Piyoko, qui elle s'est barrée du groupe, donc le Kijin va essayer de la retrouver parce que comme elle avait été possédée par un Kijin, un vilain, elle a fait du mal à son amoureux Keiji, donc elle s'en est voulu. Keiji est plutôt en retraite ce tome qui va nous présenter donc une partie avec les coqs, une partie avec Piyoko et le Kijin, et une partie avec des nouveaux méchants, notamment celui-là qui se révèle être un monstre de rang S quand il se bat, et elle, ça semble être une des grandes chefs de l'organisation. Et donc les poulets cherchent un chaman poulet, je crois, pour soigner le père des 2 coqs, là. Enfin, je dis les poulets, c'est des coqs. Voilà, donc un tome avec moins de baston que d'habitude, je dirais, mais on fait avancer la pseudo-histoire, mais ça se lit très bien. Moi, j'adore Rooster Fighter, je le conseille à tout le monde. Le tome 7 de Subutei de Kazuhiro Fujita. On progresse dans l'histoire du Subutei. On a enfin compris comment défaire les créatures avec de l'azote, tout simplement. Donc dès le début du tome, les bouteilles d'azote sont lancées, elles explosent. Le Subutei n'est plus, alors qu'il était indéfait depuis plusieurs centaines d'années. On apprend enfin qui est le créateur originel du Subutei. C'est ce peintre qu'on avait sous les yeux depuis longtemps. Alors créateur, non, il l'a commandé à un architecte, et il l'a fait faire selon les choses bizarres qu'il voyait en Europe, donc c'est pour ça que vous avez des escaliers qui mènent à des murs, vous avez des porte-manteaux beaucoup trop hauts pour y accrocher quelque chose. Mais on apprend aussi qu'il existait une espèce de brigade là, dont tous les membres, sauf le chef, se sont fait laver le cerveau par le Subutei, qui sont devenus donc des créatures du Subutei. Et ouais, on apprend que le peintre, il était ami avec le chef. Là. Alors c'est lui qui dessinerait les différents tableaux qui transforment les gens. Bon, on n'en apprend pas plus, mais l'histoire progresse. C'est plutôt intéressant, mais le rythme de parution est trop lent. J'aime toujours beaucoup. De toute façon, tout ce que fait Fujita, moi j'aime bien. Tome 28 de Aohashi Yugo Kobayashi. On a appris, on le savait, hein, mais on a enfin, Yugo a enfin dessiné l'ultime chapitre. Donc nous n'avons pas encore le tome 40,
mais dans le tome 40 sera inclus l'ultime chapitre. Voilà, le tome 28 débute un nouvel arc, un arc dans lequel Aoi a été intégré en équipe première, enfin plus qu'en équipe première, là en équipe, la vraie équipe de Tokyo, je dirais, je crois que c'est ça, hein. La vraie équipe de Tokyo, pour faire des tests, pour voir s'il est apte à devenir professionnel réellement. Donc il a affaire à des joueurs étrangers qui jouent à Tokyo, et qui sont pour certains des joueurs qui ont fait la Coupe du Monde, celle de 2022. C'est ça. Donc, attendez, 98, 2002, 2022, ouais. Ok. Donc, il est totalement dépassé par leur niveau. Voilà. Pour l'instant, il redevient une petite merde. Mais nul doute qu'il saura progresser de la plus belle des manières. D'ailleurs, je me demande si réellement dans les équipes nationales, il y a des joueurs qui jouent en club au Japon, parce que je pense que les joueurs de l'équipe nationale du Japon doivent jouer à l'étranger. Vous voyez, donc enfin, ça me semble un peu étonnant, mais bon. Moi, j'aurais tendance à penser que dans la Ligue du Japon, on a plutôt des joueurs de seconde zone, sans vouloir les offenser, mais je peux me tromper, hein, je ne connais rien en foot. The Fable, tome 21, Katsuhisa Minami, encore un tome super. Bon, moi je suis pas très objectif sur The Fable parce que j'adore, donc finalement maintenant il peut me vendre tout ce qu'il veut, j'adore. On termine le manga, hein, c'est terminé dans un tome. Que vous dire sur ce tome? Eh bien, un petit peu d'action, hein, le grand méchant qui s'appelle comment déjà? Sunagawa, c'est ça? Non, Yamaoka, pardon. Yamaoka qui continue à essayer d'échapper à The Fable, mais tout en espérant qu'il le tue un jour. Voilà, il réussit à s'échapper. Ses anciens acolytes reviennent près de lui, mais on ne sait pas si tous les deux ne jouent pas. Enfin, s'ils jouent réellement le double jeu qu'ils disent jouer, ou si finalement ils ne jouent pas triple jeu, si j'ose dire. Qui pourrait s'apparenter à un simple jeu, mais voilà. Et à la fin du tome, j'ai l'impression de ne pas avoir lu la fin du tome, c'est bizarre. Toujours mon joueur. C'est comment le nom du dernier chapitre? L'homme à la tondeuse. C'est bizarre, ça vous le fait ça parfois d'avoir l'impression de ne pas avoir lu la fin, alors que je pense que je l'ai lu. Sinon je j'aurais pas arrêté de le lire. Ah. Oui, Yamaoka est quand un père, oui, ça je l'ai lu. Voilà, donc Sato the Fable va combattre finalement le grand méchant. On va pouvoir commencer. Fais gaffe Sato, Yamaoka a le flingue de Mizuno, c'est pas un problème, j'en ai pour 18 secondes. Et là il lui lance une queue de billard, ouais d'accord, ok, ouais. Non mais The Fable, super manga, hâte de lire la suite, et d'avoir la suite, je crois que la suite a été annoncée. Dites-moi si vous savez, mais je crois que ça a été annoncé. Ensuite, nous avons tome 27 de Blue Lock, Minoyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura. On termine le match contre le club italien. La Ubers, voilà. Et bien sûr, il gagne encore. Mansion City, c'est ça? Bastard München. Bastard München gagne encore. Donc ils ont gagné, je crois, 3 matchs.
il leur reste juste à affronter le PSG, qui s'appelle PXG, qui, je crois, a aussi gagné tous ses matchs, donc ça va être une sorte de finale. Et c'est marrant parce que c'est... Non, c'est France-Allemagne, du coup, non, ça marche pas. La Ligue des Champions, c'était une équipe italienne, hein. Inter de Milan, je crois. Je ne sais plus. Et c'est Rin, le footballeur de l'âge de Inzaghi, qui était considéré comme le plus fort au départ, qui est à l'origine des 3 buts. Enfin, voilà, il se balade, donc nous verrons la prochaine fois. Probablement le dernier match, au moins le début du dernier match, dans le tome 28, je pense, du match contre le PXG. En général, il n'y a pas trop de chapitres morts dans Blue Lock. On enchaîne assez vite. Tome 31 de One Punch Man, de One et Yusuke Murata. Bon, on continue les combats, donc vous avez... comment il s'appelle, le soi-disant numéro 1 King qui a bien du mal à cacher le fait qu'en fait il est nul, qui, juste par la parole et les postures, fait peur à ses adversaires. Et on a toute une série de quiproquos où les adversaires croient des trucs, les personnages principaux croient des trucs, et puis jusqu'à un moment où quelqu'un d'autre balance un rayon qui détruit les persos devant, on l'attribue à King. Enfin, c'est facilité scénaristique déconcertante, mais bon, est-ce qu'on en demande beaucoup plus que ça à One Punch Man? Je suis pas sûr. Encore de la baston, toujours à peu près les mêmes persos qui reviennent. Voilà. Et puis, ça devient récurrent dans le manga, mais le personnage principal, dont j'ai totalement oublié le nom parce que il est vraiment... En fait, il est aussi insignifiant que dans la vraie vie. Saitama n'intervient toujours pas, donc personne ne sait qu'il est très fort, que c'est le plus fort du monde. Bref, encore des énormes fléaux qui arrivent à la fin du tome. Encore des combats pour le tome 32. Je pense qu'on peut continuer comme ça, des tomes et des tomes. Je dis pas que j'aime pas le manga, j'aime beaucoup le trait, tout ça, mais on va où là? On va où avec ce manga? Bon, bref. On poursuit avec Dans l'ombre de Junji Ito. Comme souvent, j'avais déjà lu la plupart des histoires parce que c'est des rééditions des titres Tonkam. Donc en fait, moi j'avais déjà lu, je pense, la plupart des histoires. Il n'y a pas d'histoire qui s'appelle Dans l'ombre. C'est une compile qui s'appelle Dans l'ombre. Alors dedans, vous avez, on va les reprendre une par une. L'impasse, donc ça j'avais déjà lu, c'est une impasse dans laquelle on entend des cris. En fait, il y a des gens qui ont été tués sous une trappe par une gamine. Bref. Le mannequin, j'avais déjà lu, un mannequin immonde qui participe à un film et qui tue les gens sur le plateau. La chute, je crois que j'avais déjà lu, des gens qui chutent du ciel. Voisines de chambre, j'avais déjà lu. Des voisines de chambre d'hôpital qui font tout en commun parce qu'elles sont possédées par... Enfin, elles ont une espèce de serpent en elles, voilà. L'auberge, ça me dit rien, je crois pas. Quelqu'un qui pète les plombs et se met à vouloir faire de sa maison une auberge et qui creuse jusqu'aux enfers pour avoir un bassin d'eau. L'assentiment, je crois que je l'avais lu, quelqu'un qui veut épouser une femme et le père dit toujours non et en fait c'est parce que la femme elle est morte et ça lui permet de revoir sa fille à chaque fois que l'autre vient lui demander sa main. Enfin bon, bref. Les fumeurs, c'était quoi déjà? Fumeur, c'est un truc court, je crois. Ouais, je sais plus si je l'avais lu, c'est un truc assez court sur les cigarettes, sans grand intérêt. La moisissure, ça je l'avais déjà lu, je crois. Une moisissure qui envahit une maison. Enfin, c'était sympa. La ville sans rue, ça c'est très connu, la ville sans rue. Donc une ville où il n'y a plus de rue, il n'y a que des maisons imbriquées les unes sur les autres. Il est assez sympa la ville sans rue. Souvenir disparu, ça je l'avais déjà lu. Une gamine qui pense qu'elle a perdu la mémoire et qui pense qu'elle était hideuse quand elle était plus jeune, mais en fait c'était pas elle, c'est sa sœur qu'elle a tuée. Enfin bon, bref. Et le marchand de glace, je sais plus si je l'avais lu, ça, le marchand de glace. Un marchand de glace qui vend des glaces aux gamins tous les samedis. Bref, dans l'ensemble, c'était sympa. C'est pas du tout les meilleures histoires de Junji Ito, mais de toute façon, je pense qu'on a dû faire le tour. Là, c'est la première fois qu'à la fin, on n'a pas le prochain. Voilà, à chaque fois, là, non, il y a le prochain titre à apparaître, et là, ça reste dans l'ombre. Voilà. Donc, je sais, là, début juillet,
sont sortis trois volumes de Junji, mais je crois que il n'y a pas de vraie histoire. Il y a peut-être Suture qui est une vraie histoire, mais enfin on en reparlera de toute façon le mois prochain, mais je pense que là, Mangetsu a un peu fait le tour. Voilà, il faudrait qu'ils essayent de récupérer les quelques titres qui sont encore chez Delcourt Tonkam, mais voilà. Tome 10 de Cujo l'Implacable, donc qui poursuit la spirale de la violence. Est-ce que la spirale de la violence s'arrête? Je crois pas. Non, je crois pas. Ce coup-ci, c'est Cujo qui est accusé parce que il est avocat de la mafia, il y a des magouilles. Bon. Cujo, c'est vraiment très très bien, ça se lit très très bien, mais difficile d'en parler sans que vous ayez lu les premiers tomes, mais c'est vraiment très très bien. Shibatari tome 3, donc on arrive à la moitié de l'histoire puisque ça fera 5 tomes. Est-ce que l'histoire avance? Un peu. C'est quand même beaucoup moins bien qu'au début. Donc là, ils se battent contre de nouvelles créatures, de nouveaux Shibata créatures, on veut ça. Truc à 3 têtes. Un peu de baston. Un peu. Ah si, explication en fait. Shibata, c'est une plante. D'où le fait que l'eau salée puisse le battre. Et le fait qu'il l'ait trouvé en bas du cerisier. En fait, c'est une plante. Voilà. Pour l'instant, on n'en explique pas plus, mais il semblerait que ce soit une plante. Donc, pour les battre, à la fin, la nana va balancer un énorme conteneur d'eau salée. Alors, comment elle fait pour le porter? Je sais pas, elle doit avoir des pouvoirs, elle aussi. Bon, bref. Ça reste sympa, ça reste plaisant à la lecture. Là, j'ai quoi? Ah oui, j'ai les 8 tomes de Out, du 9 au 16. Donc, la seconde moitié de l'histoire. J'avais complètement oublié de lire du 9 au 12, donc j'ai lu du 9 au 16. Donc Out, alors là on rentre sur une partie où il y a pas mal de bastons à venir. Il y a pas mal de petits combats intermédiaires, mais on sait que la grosse baston va venir. D'ailleurs à la fin du tome 16, je crois qu'on arrive sur la très grosse baston entre les deux clans. Beaucoup de retournements sur qui a trahi, qui a pas trahi. On nous a annoncé un personnage mort, on nous a montré son cerveau qui avait giflé de sa tête, et en fait, on nous a montré après un long flashback de combat qu'il a réalisé, de comment il s'est fait assassiner, pour ensuite nous dire que c'était une mise en scène, tout ça, bon bref. Out, ça se lit bien. Maintenant, moi j'ai juste une remarque, je ne pense pas que ce soit une histoire vraie. Je pense que c'est romancé, il y a sûrement des éléments vrais, mais là, ça fait trop shonen. C'est pas possible que ce soit comme ça. Ce que je viens de vous raconter, là, c'est improbable. Donc, non. Je ne pense pas que ce soit réellement l'histoire. Voilà. On l'a vu dans Bakuon Reto de Tsutomu Takahashi, qui nous raconte sa jeunesse de Furio. Là, on voit que clairement, ça a l'air d'être la vérité. Il n'y a pas de coup d'éclat. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de moment où c'est incroyable, où ça se bastonne de fou, les gens sont plus forts. Non, font des rassemblements à moto, et à un moment, il y a un de ses potes qui a un accident et qui meurt. Tragique, mais réel. Donc voilà, là, pour moi, le Out, ça dérive vraiment sur la fiction. À noter que le personnage principal ne se bat jamais, lui, il est observateur. Mais c'est pour pas se reprendre de la maison de correction. Donc c'est Tatsuya Higuchi, et au dessin c'est Makoto Mizuta. Paru Itagaki, j'ai enfin lu les 3 tomes de Sanda. Je vous avais dit que j'étais un peu réticent à lire parce qu'une pote avait tweeté qu'elle aimait pas trop, et ben moi j'ai adoré. Je sais pas ce qui lui a pris, c'est génial Sanda. C'est génial, moi j'adore. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Déjà Sanda c'est l'histoire donc d'un enfant qui est en fait le descendant du Père Noël. Et en fait, elle trouve un moyen de le faire se transformer en Père Noël, cette nana, qui est d'une nonchalance incroyable. Donc c'est Shiori, et lui c'est Kazushige. Comment est-ce que Kazushige se transforme? Eh bien, je crois tout simplement qu'il faut qu'il mette un vêtement rouge. À partir du moment où il met un vêtement rouge, il se transforme. Après, il y avait 2 autres conditions, mais je ne sais pas si c'est les conditions de transformation. Enfin, de toute façon, ce que j'aime bien dans ce manga, c'est qu'on apprend à chaque tome, sur chaque chapitre, de manière plus ou moins insidieuse, amenée comme ça, beaucoup d'éléments sur l'univers. Parce qu'en fait, l'univers de ce manga est très particulier, mais on s'en rend pas compte tout de suite. En fait, ça se passe dans une école. Et voilà, on a l'impression que c'est une école classique, sauf qu'en fait, le taux de natalité est extrêmement bas maintenant. Donc les enfants
sont de moins en moins fréquents. Donc ils sont de plus en plus considérés comme importants. C'est-à-dire qu'il y a des lois déjà qui empêchent de condamner les enfants de moins de 15 ans. Vous avez beau commettre le crime le plus horrible, si vous avez moins de 15 ans, vous ne serez pas condamné. Donc vous pouvez tuer un adulte, notamment. Les adultes sont plutôt considérés comme des merdes. Voilà, les enfants sont un peu rois. Mais c'est pas pour autant qu'ils en profitent ou qu'ils sont irrespectueux des adultes. Mais voilà, c'est leur statut. Il y a un directeur qui est complètement fêlé, qui a... Alors j'ai calculé, Alors ça se passe en quelle année? Je crois qu'il a 90 ans, ça doit se passer en 2078. Et du coup, ça veut dire qu'il est né... Non, il a 92 ans. Ça se passe en 2080. Donc ça veut dire qu'il est né en 1988, comme moi. Donc quand j'aurai 92 ans, voilà. Mais alors il est tout refait. Alors lui, il est pas juste lifté, hein. Il est refait avec des pièces détachées. Il a quasiment plus rien de réel en lui. On apprend qu'il y a une brigade anti-Père Noël aussi. On apprend progressivement pas mal de trucs. C'est ouais, c'est vraiment là à chaud comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, je me souviens que quand je l'avais lu, je m'étais dit que j'allais vous dire des trucs comme ça parce que c'est vraiment top. Il y a toute une intrigue qui avance. Ah oui, il y a aussi des couples arrangés. Il est censé se marier, le personnage principal, avec une nana, mais ils se détestent. Enfin, ils font un peu semblant de s'apprécier, mais on la voit qu'après en plus. Puis il y a pas mal de bastons en fait. Certains personnages savent vraiment bien se bastonner. Ah oui, le Père Noël, il a des skis qui lui poussent aux pieds aussi. Ça, c'est très bizarre. Voilà, il se bat à coups de pied. Voilà, j'ai adoré Sanda. Dans la lignée de tout ce qu'a pu faire Paru Itagaki, c'est top. Moi, je vous le conseille. Si vous aimez un peu, vous avez ne serait-ce qu'apprécié Beastars, allez-y. Et même si vous n'avez pas aimé, parce que c'est un peu différent quand même, mais moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Il me reste encore 2 séries à vous montrer. Je ne vais pas terminer par une note négative, donc c'est maintenant que je vais vous la montrer. Je suis déçu de devoir vous dire ça parce que j'adore Boichi. Mais les 2 SF Short Stories, ça a été une gageure à lire. Je me suis fait chier comme un rat mort. Alors je vous explique. C'est des histoires courtes, plus ou moins courtes, hein. Certaines font bien 70 pages, qui nous racontent en fait des histoires de science-fiction. Dans l'espace, l'immensité de l'espace, l'infinité du temps, tout ça, c'est des thématiques qui ne me parlent pas, voire qui me déplaisent, voire qui me font peur en fait. J'ai vraiment, je ne vais pas dire détesté, mais j'ai vraiment peu apprécié mes lectures. Et si vous voulez, alors c'est vraiment la toile de fond, les thématiques en toile de fond. Alors vous avez des histoires plus courtes, hein, une histoire qui parle de l'extinction du saumon par exemple. Voilà. Vous avez, mais globalement, on est sur ça, on est sur l'humanité qui vieillit, les dérives un peu utopiques qu'on pourrait avoir dans le futur. Voilà, plein de petites histoires qui, à mon sens, ont dû être refusées en tant que série longue. Après, il explique un peu chaque série. Non, honnêtement, j'ai pas du tout apprécié. Je pense que c'est pour les gros complétistes de Boichi, mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt sinon. Et on termine par un tome qui, lui, s'est avéré sympa, de Yuku Raishi et Kazu Inabe, c'est Starving Révélation volume 3. Alors, ce que j'apprécie dans Starving Révélation, c'est que les personnages, certains personnages ont des pouvoirs, en fait, on voit progressivement qu'ils ont certains types de pouvoirs, et en fait, on ne nous les explique pas trop, mais à l'instar des X-Men, ils savent faire certaines choses. Puis c'est posé là, vous voyez, il y a des personnages qui se font tuer, en fait, oh bon, il est pas mort, les membres poussent, enfin... Voilà. Là, carrément, on a le personnage principal. Je crois qu'il s'est fait couper en deux. On nous avait pas du tout dit qu'il avait la possibilité de se régénérer, mais en fait... ouais, c'est ça, attendez. Hop. Je crois que c'est... Ah, c'est quand qu'il se fait couper en deux? Ah non, c'est pas le principal qui se fait couper en deux, pardon. Mais là, c'est qui? En tout cas, le personnage qui se fait couper en deux, lui, il arrive à faire repousser ses membres. Alors, je dis personnage principal, mais il n'y a plus vraiment de personnage principal. Ah, il est là, le gamin. Voilà, donc à un moment, vous avez le gamin avec la fille là, qui se font couper en deux par cette nana, qui bosse pour le gouvernement, je crois. Et
Et à la fin... Il y a des jambes qui reviennent. Ah non, mais ça doit être le blond. Ouais, je sais pas. Ouais. Donc manifestement, non, il s'est fait tuer. Bon bref, l'histoire est un peu barrée, mais toujours sur cette toile de fond d'extraterrestres qui ont colonisé la Terre et qui sont des sortes de déités qui ont le droit de nous bouffer, de nous tuer comme ils veulent, avec leur sale gueule de merde. Et quelques personnages qui s'y opposent, et d'autres personnages avec des pouvoirs qui, eux, pérennisent le truc, comme membres du gouvernement. Voilà, donc on retrouve un petit peu à une échelle plus grande, une échelle à l'échelle du pays, alors qu'avant c'était vraiment dans l'underground, ce qu'a pu faire le sel de Starving Anonymous. Donc sympa, pareil, ça fera 7 tomes, ça se lit bien, interdit aux moins de 16 ans bien sûr, c'est très bien. Voilà, vous pouvez maintenant considérer que cette vidéo est terminée. Je la poste probablement après sa réalisation parce que je l'ai tourné, si vous voulez, je l'ai tourné jeudi 3 juillet. Et comme vendredi, je vous poste la vidéo d'achat, je la posterai sûrement à retardement après, sachant que je pars, enfin là où vous la voyez, je pense que je suis en Sicile. Voilà, donc il n'y aura pas de vidéo d'achat pour le 11. Pour le 11, puisque je ne serai pas là, mais par contre, étant encore après en vacances, j'en ferai sûrement une courant de la semaine suivante, la semaine du 14 juillet. Voilà, donc vous aurez votre dose de Zundo, ne vous en faites pas, et je vous promets, je vous ferai aussi la suite du Manga Tech Tour. Des bisous!